C'est bien parti. Je crois. Est-ce que vous voyez un écran maintenant? Allô? Vous me voyez? Vous m'entendez? Oui, c'est très bien. Oui, on t'entend. D'accord, ok. Parce que j'avais tout d'un coup essayé de partager quelques idées au sujet qui m'a été imparti. Et voilà. Je ne vais pas tout épuiser maintenant. On pourra revenir sur certains aspects encore pendant les questions et pendant la discussion. Donc, nous aussi, on est en télétravail, ça reste la normale. En ce jour, aujourd'hui, 10% des collègues sont revenus au bureau. La majorité reste toujours à la maison en mode virtuel et de télétravail. Pendant ce confinement, on a tous compris que nos crises sont systémiques et interconnectées. Donc, encore une grande importance, évidemment, pour les ODD aussi dans ce contexte. Et une crise, elle peut en cacher une autre. Bien sûr qu'il faut se laver les mains, mais ce n'est pas pour cela que toutes les autres crises, la récession et le changement climatique qui n'est pas parti. Même si on entend parler un peu moins de Greta Thunberg dans les actualités, toutes ces crises sont interconnectées et c'est d'ailleurs ce que la science nous rappelle. Donc, si on regarde par exemple du côté de l'IPES, du panel sur la biodiversité et l'instruction des écosystèmes, certaines de nos manières de traiter le monde animal, ça crée et augmente le risque de zoonose. Et il y en a beaucoup qui disent que ça ne sera pas la dernière pandémie qui va nous guetter. On a aussi réalisé tout d'un coup que notre air est devenu plus propre. On a réalisé que certains changements sont possibles, qui avaient l'air tout à fait impossibles. Donc, il y a peut-être certaines leçons à tirer. Comment est-ce qu'on peut sauver pour la reconstruction qui va devoir se faire? Quelques-uns des acquis, comme par exemple la vue libre sur l'Himalaya, la diminution possible des morts dues à la pollution de l'air, etc. Donc, ça pose la question, est-ce qu'on veut un retour en arrière? Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent que non, il faut un plan pour, comme par exemple ici le Club of Rome, une émergence de l'urgence via une approche holistique qui lie toutes ces crises ensemble. Qu'il faut en effet un green reboot après la crise. Tout ça aussi veut dire qu'il faut réinventer les politiques publiques et qu'il faut de profonds changements sociétaux. Ça, c'est par exemple un événement qui a eu lieu il n'y a pas longtemps à l'IDRI, à Sciences Po Paris. Il y a juste quelques jours, 5 think tanks, dont l'IEP, Institute for European Environmental Policy, l'IDRI et d'autres, ont plaidé pour une relance verte selon certains critères de durabilité, comme un sound scientific basis, comme la résilience, comme l'équité et la solidarité. Le besoin de transformation est vraiment un grand plan Marshall. Probablement, c'est la plus grande reconstruction depuis la Deuxième Guerre mondiale qui va devoir s'entamer. Et là se pose aussi de plus en plus la question, est-ce qu'il ne faut pas une nouvelle boussole pour le 21e siècle? On parle beaucoup récemment de Kate Raworth, de la Donut Economics, de ce qu'on appelle the Safe and Just Space for Humanity, qui est au-dessus du societal shortfall, mais qui est en deçà du planetary overshoot et qui développe une prospérité partagée dans cet espace où peut se développer une économie régénérative et distributive.
beaucoup de nouveaux concepts, beaucoup de choses à reconstruire. Tout ça utilise le cercle extérieur, c'est le cadre de Johan Rockström, les Planetary Boundaries, et le cadre intérieur, ça c'est les ODD sociaux. Tout récemment, il a sorti un donut pour des villes. Donc, ça peut fonctionner à différents niveaux. Et même à l'intérieur de la commission, on travaille beaucoup là-dessus. Au niveau d'une ville, au niveau d'une région, au niveau d'une politique communautaire. Et là, le nouveau développement, c'est qu'il y a un croisement de deux axes, local, global, social et écologique. Et ça permet vraiment d'avoir 4 questions qui permettent de veiller aussi à la cohérence entre les politiques. Tout ça nécessite, c'est pour cela que je me suis pensé un petit peu sur ce slide, parce que cette boussole pour le 21e siècle pose beaucoup de questions de recherche et aussi d'innovation, d'expérimentation. Et surtout, il y a un terrain de jeu important pour la science de durabilité. Voilà, transformer notre société, notre planète pour le mieux. Ursula von der Leyen, elle a fait adopter comme sa première priorité en décembre son plan vert, son plan European Green Deal. Et après, on a été attrapé par la pandémie. Il y a certaines forces, y compris des lobbies, qui ont essayé de retarder, de faire marche arrière, de prétendre que le climat et le Covid n'ont rien à voir l'un avec l'autre, que maintenant il faut juste refaire et après s'occuper du climat. Mais je crois que c'est très important que utiliser maintenant cette crise pour une occasion pour transformer. Et ça, c'est un tweet assez intéressant. On va trouver un jour un vaccin contre le coronavirus, mais il n'y a pas de vaccin contre le changement climatique. Et ça, c'est juste début en mai que une des premières pièces du Green Deal, une des premières pièces détaillées, a été adoptée à l'horizon 2030. Il y a aussi la Farm to Fork Strategy et les autres qui vont venir. Et récemment, il y a eu les nouvelles perspectives financières, Repair and Prepare for the New Generation. La recherche joue un rôle fondamental dans ces ambitions vertes. Et bon, vous avez tous suivi le budget de la recherche dans les nouvelles perspectives financières, mais il y a aussi dans le recovery plan de 700-500 milliards aussi de l'argent pour la recherche et l'innovation. Investments in research and innovation are key for a sustainable and inclusive recovery. Les deux vont ensemble. Bon, ça, c'est notre commissaire Maria Gabriel. Et un des mots-clés maintenant, c'est le double challenge, durabilité, donc Green Deal, et aussi la transformation digitale. Tout récemment, il y a aussi l'événement de lancement du Science Research and Innovation Performance Report of the EU. Et ce nouveau rapport a mis cette fois-ci dans son centre la transformation et la durabilité. Et il constate que les défis à long terme ont été magnifiés par le Covid-19 et que la recherche et l'innovation sont des leviers critiques pour recovery, donc pour une reconstruction durable et inclusive. La recherche joue un rôle essentiel maintenant pour trouver des traitements, pour trouver des vaccins
contre le Covid, mais plus que ça, il faut aussi trouver toutes les solutions pour pouvoir répondre aux attentes du Green Deal. Et experts maintenant qui travaillent là-dessus, il y a la transformation comme objectif de la politique de recherche et d'innovation. On a un groupe d'experts présidé par Sandrine Dixon-Desclèves du Club of Rome, Expert Group on the Economic and Societal Impact of Research and Innovation, qui aussi a le même langage que notre planète est en face de crise profondément enracinées et qu'il faut des solutions holistiques pour s'en sortir. Pour Horizon Europe, bon, vous connaissez tous la structure et les missions en son centre. Ceci va maintenant être mis en œuvre via le premier plan stratégique. Et vous connaissez tous les clusters. Ce qui est en train de se préparer maintenant, c'est des KSO qui sont connectés à des impacts attendus. Donc, des Key Strategic Orientations. Bon, ça, c'est la dernière version qui est maintenant élaborée. Et les Key Orientations, ils reprennent pas mal des principes de durabilité. Ils sont en phase avec le donut et ils doivent aussi réaliser les objectifs du Green Deal. Il y a Clément Évreux, que vous connaissez tous, qui est aussi dans l'audience, plus tard pouvoir intervenir et peut-être compléter ceci un petit peu. Moi, je vais m'arrêter, et ça, c'est peut-être la liaison avec Jean-Paul. Le GSTR est aussi un rapport qui, à l'intérieur de la DG Recherche et Innovation, nous a inspiré beaucoup. Et on voit vraiment les 6 points d'entrée systémiques qui nous apprennent qu'il y a plus que 17 ODD, qu'il faut vraiment regarder les interconnexions. Et voilà, avec ça, j'arrive à ma conclusion. Maintenant, il a sauté ça. Bon, ça, c'est les 6 axes de transformation. Bon, je crois que vous allez entendre plus de détails de ça dans la prochaine présentation. Ma conclusion, voilà, un plan de relance, tout simplement sans couleur, n'est pas suffisant. Parfois, on entend des économistes parler d'un reshaped recovery. On va retourner le plus rapidement possible vers le business as usual. Ce n'est pas ce qu'il nous faut maintenant. L'Europe a besoin de transformation maintenant. La sortie de la crise peut vraiment être une opportunité pour construire ensuite un monde meilleur, plus durable, plus résilient. Et la science de la durabilité, elle est peut-être plus importante que jamais pour ces changements systémiques. Voilà, avec ça, j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup. On peut prendre quelques questions. Donc, il y a une première question. Existe-t-il des méthodes pour passer du donut macroéconomique à de l'aide à la décision par acteurs, notamment les entreprises? Alors, est-ce que, bon, tu en as parlé pour les villes, mais est-ce qu'on peut aussi pour les entreprises? Je vais essayer de retourner justement à ce slide-là, si je le trouve, parce que, voilà. Voilà, tout ça, c'est évidemment du terrain neuf sur lequel nous, on travaille. C'est pour ça que c'est pour la recherche, c'est tout à fait intéressant. Mais les 4 questions, par exemple, la combinaison de l'axe local global avec l'axe social écologique. Ici, c'est what would it mean for the people of Amsterdam to thrive? What would it mean for Amsterdam
to respect the ecological ceiling? What would it mean for Amsterdam to respect the well-being of people worldwide? Toutes ces questions, on peut aussi se les poser en tant qu'entreprise, sans tomber dans le piège du greenwashing et vraiment, de manière holistique, regarder quel est le business model d'une entreprise, quelles sont les possibilités au niveau global via du fair trade. Donc ça, c'est what would it mean for Amsterdam to respect the well-being of people worldwide? Est-ce que l'entreprise évite qu'il y a une crash dans une usine de textile au Bangladesh avec 200 décès? Est-ce que l'entreprise, là on est dans le global ecological, évite qu'on contribue à détruire les forêts d'Amazonie? Est-ce que l'entreprise évite que dans les lacs et les rivières autour de là où elle vend ses articles, où elle produit, on a des niveaux de pollution de nitrate inutiles et exagérés? Et social, local, est-ce que les produits qu'elle vend contribuent à une alimentation saine ou au contraire augmentent l'obésité? Donc maintenant, chaque entreprise dans ce qu'elle produit, je crois, peut se poser ce genre de questions et peut-être avec ça aussi se rapprocher des critères généraux du donut. Mais ce breakdown qui a été fait maintenant pour le City Donut Amsterdam me paraît tout à fait pertinent, même pour une entreprise. Alors que souvent, avant, quand on a parlé d'entreprise du donut, ceci a l'air très, très théorique. Ces questions-là sont très pratiques et pertinentes et permettent aussi de repenser comment et ce qu'une entreprise produit et voilà. Comment, merci beaucoup. On voit bien qu'on peut utiliser ce donut à différentes échelles. Juste une autre question, puis après on passera au prochain orateur. Peut-on clarifier la notion d'inclusivité, inclusive recovery? Bon. Inclusive recovery, bon, il y a évidemment tout ce qu'il y avait déjà dans la Just Transition et tout le reste. Mais je crois que c'est la clé qu'il faut aussi, plus que jamais avant, penser à de l'équité, penser à de la solidarité. On a fait l'expérience que certains métiers, parmi les plus mal payés, étaient les plus importants pour la société. Donc, inclusiveness, je crois, devra dire aussi se poser ce genre de questions. Donc, ça donne aussi, je crois, de nouvelles questions pour la recherche sur ce que pourra dire l'inclusivité. Merci beaucoup. Ça beaucoup. doit être en phase aussi avec les fondations sociales du monde. D'accord. Merci beaucoup Thomas. Continuez à poser vos questions, on les reprendra après. Je vais passer maintenant, laisser la parole à Jean-Paul Moati, professeur en économie de la santé, donc, qui a été donc PDG de l'IRD, au cœur de la promotion de la science de la durabilité, notamment au travers le rapport GSDR. Jean-Paul. Merci à toutes et à tous. Merci Thomas d'avoir préparé mon intervention. Vous m'entendez là? Très bien. Oui, très bien. D'accord. Donc, moi, mon message va être relativement simple. Il est de dire que les recommandations du rapport GSDR sont plus que jamais d'actualité, mais qu'il y a un risque sérieux dans le contexte post-Covid qu'une pensée court-termiste crée encore plus de difficultés à la mise en œuvre des ODD, mais à l'inverse, l'expérience qu'on vient de vivre peut aussi offrir des opportunités nouvelles pour accélérer le changement des trajectoires de développement vers le durable. Alors, je rappelle que le rapport GSDR était une première
à un double titre dans l'histoire des Nations Unies, que cette institution multilatérale confiait l'évaluation d'une de ses politiques centrales, les ODD, à un groupe d'experts scientifiques indépendants, plutôt qu'à une de ces agences qui, certes, peut faire appel à des scientifiques, mais qui gardait la haute main sur le résultat. Et également, c'était aussi une première, puisque c'était le premier rapport quadriennal après les 4 premières années des ODD, et qu'un nouveau groupe devrait prendre le relais pour la période 2020-2023. Je rappelle également les 4 messages clés du GSDR pour montrer ensuite comment ils sont d'actualité dans le contexte Covid. Le premier message, c'était un message d'alarme qui disait que non seulement sur la plupart des 169 cibles des 17 ODD, on n'était pas du tout dans le bon tempo. Dans le langage onusien, ça veut dire off-track pour les atteindre à l'horizon 2030, mais beaucoup plus inquiétant que sur des objectifs absolument clés et qui affectent tout l'agenda, on était carrément backtrack, c'est-à-dire qu'on était dans la mauvaise direction, on était en régression, soit que pour l'instant, on n'ait pas été capable de contrecarrer les tendances à la régression qui étaient à l'œuvre depuis de nombreuses années. C'était le cas pour le changement climatique, c'était le cas pour l'aggravation des inégalités entre pays, mais surtout à l'intérieur des pays, soit qu'après une brève accalmie suite à la crise économique précédente de 2008-2010, la reprise de la croissance n'étant pas déconnectée des atteintes à l'environnement, avait fait repartir les choses dans la mauvaise direction. C'était le cas pour la biodiversité, c'était le cas pour l'empreinte écologique, notamment en termes de déchets, de nos modes de production et de consommation. C'était que les flèches, c'est plus important que les boîtes. Traduction, c'est plus important de regarder les interactions entre ODD, et au contraire, pour maximiser les synergies positives possibles, c'est plus important ça, ces interactions, et c'est un des objets d'ailleurs de la science de la durabilité, que la poursuite de tel ou tel ODD séparément, parce que cette poursuite peut avoir des conséquences négatives sur les autres. On peut assurer la sécurité alimentaire, mais avec le modèle actuel, mais au prix d'une aggravation des effets sur la santé et l'environnement, par exemple. Le troisième message, c'est que, et j'y reviendrai, c'est que pour y parvenir, il faut déplacer vers des trajectoires de développement durable une part très significative de l'investissement mondial, et que donc ça implique, c'est en ce sens qu'on ne peut pas éviter et qu'il faut même promouvoir les partenariats publics-privés. Ça veut dire que les financements publics peuvent jouer un rôle, et y compris un rôle de levier, mais que sans aussi des transformations profondes dans le monde de la finance, dans le secteur privé, on n'arrivera pas à effectuer ces changements. Et puis, bien sûr, le quatrième message qui fait l'objet de ce séminaire, c'était qu'il faut changer les pratiques scientifiques, ou au moins une partie d'entre elles, au service des ODD, c'est la science de la durabilité. Alors, ces différents messages, ils ont été en quelque sorte aggravés ou renforcés par la crise du Covid. D'abord parce que même sur les quelques objectifs sur lesquels on pouvait avoir une vision optimiste, c'était par exemple le cas de la sortie de l'humanité de la pauvreté absolue telle que définie par l'indicateur monétaire de la Banque mondiale, les personnes qui vivent avec moins de 1,9 $ par jour, eh bien, on voit sur ce graphe-là, ce sont les projections des agences onusiennes, que c'est reparti à la hausse à la faveur de la crise du Covid. On a de très nombreux éléments pour penser que cette crise aggrave les
les inégalités. Je donne juste, il y a 40% des ménages où il y avait des actifs aux États-Unis, des ménages à bas revenus, c'est-à-dire à moins de 40 000 dollars par ménage par an, qui ont été mis au chômage sans garantie de retrouver leur emploi, soit carrément licenciés à la faveur de George Floyd, la personne assassinée qui est à l'origine des émeutes actuelles et des manifestations aux États-Unis, est quelqu'un qui avait perdu, à cause de la crise Covid, son emploi relativement précaire. Autre exemple, les conditions du confinement en France. Dans les enquêtes qu'on a faites avec des équipes, on savait par exemple qu'il y a 10% de Françaises qui ont vécu le confinement dans des conditions de surpeuplement significatives, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, y compris en termes psychologiques. Et évidemment, ce chiffre atteint 25-30% pour les ménages à bas revenus. De la même façon, la crise a insisté sur la multidimensionnalité des ODD. Je donne juste trois exemples. Le confinement a fait que presque plus de 80% des jeunes scolarisés dans le monde ont été écartés de l'école, avec toutes les conséquences que ça peut avoir par rapport à l'ODD éducation. Autre exemple, on n'a pas échappé, y compris en France, la recrudescence à l'occasion de la pandémie des violences contre les femmes et donc les reculs en matière d'égalité de genre. Ou bien encore, autre exemple parmi des dizaines d'autres, le fait que dans les pays de l'OCDE, les travailleurs migrants peuvent constituer jusqu'à 30% de la force de travail dans les branches qui sont le plus touchées par la crise, tourisme et autres, et donc le fait que les flux financiers de retour vers le pays d'origine de ces migrants, qui représentent des sommes au moins double, si ce n'est triple, du total de l'aide publique au développement, qui vont affecter évidemment la situation économique dans les pays récepteurs. Pour donner un exemple, le Sénégal, qui n'est pas le plus dépendant d'ailleurs de ces migrants, ça représente presque 10% de son produit intérieur brut. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a un paradoxe de cette épidémie, c'est que d'une certaine façon, d'un point de vue épidémiologique, mais aussi économique, elle a plus touché les pays riches que les pays en développement, mais que, en même temps, l'impact à long terme risque d'être pire dans les pays en développement. Pour ce qui est, même s'il y a effectivement la question de l'Amérique latine où l'épidémie est en train de flamber, notamment au Brésil et au Mexique. Au Brésil, c'est clairement lié à l'incurie et à l'aveuglement des dirigeants. Il y a plusieurs explications à ça. Bien sûr, il y a le timing de l'arrivée du virus, mais pas seulement. Ça interroge quand même sur nos modèles de développement dans les pays dits avancés. On peut par exemple voir qu'en Asie du Sud-Est, la capacité de pays comme la Corée du Sud à contrôler l'épidémie a été bien supérieure à la nôtre et que c'est en partie lié à une capacité d'opérationnaliser les technologies numériques et digitales bien plus rapide que nous. Je pourrais en donner de très nombreux exemples. Et c'est peut-être aussi une capacité de résilience plus grande. Sans rentrer dans les polémiques, ces pays ne se sont pas posés de questions et ils ont essayé de tester le plus massivement possible quand ils en avaient la possibilité, et ils sont allés chercher les médicaments disponibles, plutôt que d'attendre des essais randomisés pour nous donner des réponses avec des nouvelles molécules très chères que nous attendons toujours. De la même façon, sur l'impact macroéconomique, il y a un paradoxe sur lequel il faut insister, c'est que ce sont les économies. En gros, la plupart des estimations convergent pour dire que la perte d'output mondial sera de l'ordre de 3% en 2020, avec une reprise, s'il n'y a pas de résurgence de l'épidémie à l'automne, de l'ordre de 5-6% l'année prochaine. On voit que la zone euro est justement l'une des plus touchées, avec moins 7%. C'est le cas de la France, par exemple, alors que l'Asie du Sud-Est a pu s'en sortir beaucoup mieux, même si elle a été au départ l'épicentre de l'épidémie. Mais en même temps,
les conséquences à long terme risquent d'être pires dans les pays en développement, bien sûr les pays à plus bas revenus, mais aussi les pays à revenus intermédiaires, parce qu'un nombre très important d'entre eux, à peu près 44% d'après les statistiques du FMI, sont en situation de fragilité, voire proche de la cessation de paiement en termes de dette publique et de dette générale, ce qui va évidemment rendre beaucoup plus difficile les stimulus qui sont nécessaires pour faire repartir l'économie mondiale. Alors, ça m'amène au troisième message et à l'effet du Covid. Si on se rappelle la slide précédente, c'est que dans les estimations que nous avions faites, que nous avions synthétisées dans le GSDR, on voyait par exemple que c'était très difficile de mobiliser les financements nécessaires pour changer vers le développement durable, mais c'était tout à fait à notre portée, puisque par exemple, les estimations pour les besoins de financement dans le sens du développement durable des pays du Sud, c'était 2,5 trillions de dollars, ça paraît énorme évidemment, mais c'est 10% à peu près de l'investissement mondial annuel. Et donc, en gros, on peut se dire qu'en jouant sur 10% de l'investissement mondial annuel, en le faisant changer de direction vers le développement durable, on peut obtenir des changements très profonds de trajectoire, y compris à partir du secteur privé. Évidemment, les financements publics peuvent jouer un rôle. Vous voyez que les banques publiques d'investissement, comme la FDA en France, ça représente 1,9 trillion, donc pas très loin, d'investissement annuel, et ça peut avoir un effet de levier, mais évidemment, ça implique de changer aussi de façon très significative le par lui d'un Sustainable Development Investment Label qui permettrait justement de guider les choix des entreprises et des marchés financiers en évitant justement le greenwashing et en homogénéisant les critères de bon investissement et évidemment les investissements comme les énergies fossiles dont il faut se détourner le plus rapidement possible. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les prescriptions de la Banque mondiale, des agences onusiennes et du FMI sur le package qui est nécessaire de la plus grande récession qu'on ait jamais eue depuis la crise de 29 au niveau mondial, c'est de l'ordre de 10% du PIB mondial, les stimulus qu'ils proposent. Et donc, c'est à peu près ce qu'il faut pour le développement durable. Et donc, c'est à la fois une opportunité, puisqu'on voit bien que là, il y a des investissements sur lesquels on va avoir une capacité d'influence plus grande que d'habitude, plus grande que par le simple jeu du marché. Mais encore faut-il que ça ne soit pas court-termiste, que ça ne soit pas le retour à business as usual, mais qu'on en profite pour aller dans le sens des 6 entry points du GSDR dont on a parlé. Je note, Thomas, que effectivement c'est une avancée majeure dont je crois la France se félicite, que la France et l'Allemagne soient d'accord, même si ce n'est pas encore complètement acté, pour qu'il y ait une émission de dette de l'ordre de 750 milliards pour le Green Deal et la relance Covid. Mais 750 milliards, c'est seulement 5% du PIB européen dans son ensemble. Et donc, on est à peu près pour un verre à moitié vide ou à moitié plein. Et encore faut-il, là encore, que et la recherche peut y contribuer, notamment la science de la durabilité, que ces investissements aillent dans la bonne direction et non pas un retour aux pratiques antérieures. Alors, je ne commande pas ça, mais je vous renvoie à ce schéma que vous verrez dans les slides, que j'ai emprunté à un papier que Peter Messerly, qui a été un des
des chairs, des présidents de notre groupe d'experts GSDR a fait, qui en gros explique en gros entry points par entry points, ou grand enjeu transversal par enjeu transversal, l'alternative entre utiliser la crise Covid comme opportunité pour aller plus loin vers les ODD dans l'esprit du GSDR, ou au contraire, continuer les tendances régressives. Je voudrais essentiellement insister sur ce que la crise peut nous aider à penser, de mieux par rapport à cela. C'est-à-dire qu'on s'est bien rendu compte que la croissance telle que, avec l'arrêt quasi de la machine économique ou d'une grande partie de la machine économique, que la croissance du PNB, pour la croissance du PNB, n'est pas suffisante et que peut-être qu'il faut déconnecter le bien-être, le bonheur, au moins pour partie de cette croissance, étant entendu évidemment que l'amélioration du niveau de vie, notamment dans les pays du Sud, reste une condition nécessaire de l'atteinte des ODD et de la réduction des inégalités entre pays et dans les pays. Et pour être un petit peu provocateur, selon ma bonne habitude vers la fin, ça pose aussi la question des arbitrages intergénérationnels que nous avons faits à travers cette crise. Quand on fait un rapide calcul que je n'ai pas le temps de détailler ici, on voit bien qu'en tout cas dans les pays avancés comme la France, le choix qui a été fait est bien sûr, il est légitime, c'est de sauver des vies pour l'essentiel dans la population âgée. D'accord ? Quand on fait les calculs, on voit que l'année de vie gagnée, vu qu'on s'est intéressé à cette, on est au minimum dans le lien, de façon générale et notamment dans ces catégories de population. Si je me rappelle la thèse que j'ai écrite il y a 35 ans, mais qui est toujours d'actualité et qui a été confirmée par d'autres travaux, quand on dépense de 6 à 8 fois le PNB par tête pour gagner une année de vie, on est à peu près sûr, à travers les impacts macroéconomiques, qu'on va tuer beaucoup plus d'années de vie, on va perdre beaucoup plus d'années de vie ailleurs dans le système économique et social. Donc, on a fait un certain type d'arbitrage intergénérationnel et effectivement, il va falloir, il était sans doute légitime, il était même très certainement légitime face au Covid, mais il faut prendre garde à ne pas continuer par rapport aux grands enjeux planétaires, comme le climat, comme la biodiversité, comme les inégalités. Alors, pour conclure, je vous renverrai à mes slides, je pense que d'autres en parleront aussi bien que moi, sur évidemment la conséquence est de changer pour partie les pratiques scientifiques dans le sens de la science de la durabilité. Je voudrais juste dire un mot là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer complètement la communauté scientifique. Il est normal que le mouvement dominant de la dynamique de la recherche reste celui des différentes disciplines, de l'état de l'art dans ces différentes disciplines et de voir par amour de la recherche de connaissances et du vrai qu'on aille plus loin par rapport à ça. Mais la science de la durabilité, elle renverse la perspective mainstream. On ne part plus de la logique interne des disciplines, on part des problèmes à résoudre, soit pour comprendre les chaînes causales complexes, la crise du Covid en étant une d'ailleurs, soit pour voir comment au mieux améliorer les interactions entre politiques de différents domaines pour aller dans le sens du développement durable. Et donc on renverse la perspective, donc on est forcément d'emblée presque toujours interdisciplinaire, on est beaucoup plus ouvert à la participation de la communauté pour co-construire les programmes, etc., etc. Et effectivement, de la même façon qu'il faut que la reprise post-Covid soit l'occasion de repenser la relance des objectifs de type GSDR plutôt qu'un retour en arrière, il faut faire le même au niveau de la programmation scientifique. Et c'est pour ça, évidemment, je crois que Thomas l'a déjà signalé, qu'on est très heureux que le rapport ait pu faire l'objet en début d'année, juste avant la crise, au début de la crise, d'un éditorial dans Nature appelant à effectivement changer
les priorités scientifiques dans le sens de la sustainability science, et évidemment que dans la programmation européenne, ça soit aussi le cas. Mais ça demande un très très long chemin. Je conclurai là-dessus. J'ai eu le privilège de faire partie, sans doute du fait de ma condition de retraité qui me rend plus neutre, j'ai fait partie du groupe d'évaluation de l'appel à projets de l'ANR, où il y a eu énormément de projets sur le Covid. Il y a eu plus de 300 projets et on en a sélectionné beaucoup plus que d'habitude à l'ANR, plus de 80. Mais sur ces 300 projets qui manifestaient une très grande mobilisation de la communauté scientifique, il y avait par exemple extrêmement peu de projets, 3 ou 4 seulement, sur la perspective One Health, donc typiquement sciences de la durabilité. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Paul. On a le temps étant limité, on va prendre une ou deux questions. Alors, la première, une question qui nous vient de Pascal. Là, lorsque vous parlez de la science de la durabilité, s'agit-il d'interrelations entre disciplines existantes ou d'une discipline à part entière basée systématiquement sur une approche systémique? La définition attends, je vais essayer de retrouver ma slide. La première définition de la science de la durabilité, qui est d'ailleurs une priorité de l'Académie des sciences nationales américaines depuis le début des années 2000, depuis 2010 de l'Académie des sciences chinoises. On attend toujours la même chose pour la programmation scientifique en France et en Europe, même si en Europe, il y a eu des progrès importants dans ce domaine, et je pense aussi que Agathe va en parler au niveau du CNRS. En fait, la science de la durabilité, c'est un champ scientifique où on s'intéresse aux problèmes posés par le développement durable et où on mobilise effectivement de façon interdisciplinaire, autant que de besoin, l'ensemble des disciplines concernées, y compris les disciplines les plus fondamentales. Par exemple, pour le Covid, évidemment, pour la recherche sur le vaccin, elle implique de faire du One Health, mais elle implique aussi de la recherche extrêmement fondamentale. En même temps, ce champ scientifique, il faut qu'il puisse exister en tant que tel. Il y a de très nombreuses revues spécialisées dans le domaine de la sustainability science, où la recherche française, voire européenne, ne publie pas assez, et où par contre la recherche du Sud commence à progresser. Et de plus en plus, les grands journaux comme Nature, par exemple, ont des rubriques concernées à ce champ scientifique, voire Nature Sustainability, des journaux spécialisés dans le domaine. Donc ça concerne toutes les disciplines scientifiques, mais il ne faut pas dire qu'on fait de la sustainability science comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Tout le monde peut prétendre dire, mais oui, en fait, moi, ce que je fais, ça peut s'inscrire là-dedans. C'est un champ scientifique qui doit être structuré en tant que tel et faire l'objet, à mon sens, d'une priorité. Merci beaucoup. On va passer aux prochaines présentations parce que le temps imparti ne nous permet pas trop de prendre d'autres questions, mais on peut reporter ces questions à la fin. Alors, récemment, dans un hebdomadaire français, il y avait qui titrait en grand titre « Des savants flous ». Alors, en début de semaine. Alors, est-ce que la science de la durabilité va peut-être nous aider à remettre de l'ordre dans nos savoirs scientifiques qui sont, c'est vrai, ils sont tellement riches, mais également disparates et souvent difficiles à communiquer. Et donc là, on a le plaisir d'avoir deux directeurs scientifiques, d'une part Agathe Lezen du CNRS et Olivier Blanc de l'IRD. Donc, ils vont nous proposer, je pense, un mode un peu opérationnel de comment les disciplines peuvent s'approprier ce concept de science de la durabilité. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Agathe. Merci beaucoup, Philippe. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation et cette contribution finalement à cette réflexion collective qui est particulièrement d'actualité et qui nécessite effectivement qu'on envisage la façon de travailler de façon un peu nouvelle peut-être. En tout cas, revisiter peut-être ensemble
notre façon de répondre à ces enjeux qui nous tombent dessus, qui étaient prévus, mais qui malgré tout, dont on se laisse surprendre et qui ont des conséquences particulièrement importantes. Alors, on parlait de flou. Philippe m'a demandé de faire part du rôle des sciences humaines et sociales. Alors, soyons un peu moins flous peut-être. Qu'est-ce qu'on entend par sciences humaines et sociales? On parle souvent de SHS, mais finalement, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça signifie? C'est un gros paquet qui représente un ensemble de disciplines qui visent à comprendre les sociétés humaines dans des contextes variés à travers le temps et l'espace. Alors, elles mobilisent grand nombre de disciplines, de la sociologie à l'histoire, en passant par la géographie, la psychologie, la linguistique, l'anthropologie, la démographie, les sciences politiques, l'archéologie, l'économie, les sciences cognitives, etc. Évidemment, j'en passe un certain nombre et ça vous montre finalement que chacune, avec un prisme spécifique, répondant à des méthodes qui leur sont propres, permettent d'analyser le fonctionnement des sociétés, leurs organisations, leurs interactions, leurs relations au monde dans lequel elles évoluent, et de comprendre également l'évolution des comportements, qu'ils soient individuels ou collectifs, et les processus d'adaptation à de nouveaux comportements, à l'environnement. Et on voit bien notamment comment finalement on peut s'étonner de voir comment nous avons réussi à nous adapter à cette situation particulière dans le cadre de cette crise que nous vivons encore maintenant. Alors, les sciences humaines et sociales, évidemment, comme les sciences de l'univers, les sciences de l'ingénieur, les sciences physiques, se sont développées pour elles-mêmes, pour mieux comprendre le fonctionnement des systèmes, fonctionnement des éléments, fonctionnement du monde. Et progressivement, les interactions finalement entre les sciences se sont un peu imposées, alors notamment à partir des années 1950 où ce gros paquet des SHS s'est intéressé à l'environnement, mais notamment à l'issue de crises environnementales où on se rend compte finalement que ces représentations que l'on pouvait avoir de la nature, cette nature bucolique, avec des ressources absolument inépuisables, bien finalement laisse des signes quant à quelques problèmes. On n'arrive plus tout à fait à maîtriser les choses, à canaliser ces ressources et à les prélever compte tenu des fragilités qu'elles révèlent et des limites. Et là, on a un début de prise de conscience finalement des impacts des activités humaines sur l'environnement, et ça commence notamment aux États-Unis en 1960 avec la prise de conscience de l'effet de l'artificialisation des sols suite à la plantation des terres à céréales. Et donc, on voit bien l'impact finalement des activités humaines sur cet environnement qu'on croyait complètement inatteignable et qu'on pouvait exploiter à merci. Progressivement arrive, dans cette période de reconstruction en plus après-guerre, l'environnement commence à trouver une certaine place et arrive progressivement cette idée que les écosystèmes ne sont pas tout seuls et ne fonctionnent pas tout seuls, mais que les humains sont partie des écosystèmes et ils sont un des acteurs majeurs du déséquilibre ou de la tentation de créer de nouveaux équilibres de ces socio-écosystèmes. Alors évidemment, ça pose la question des limites et des capacités de notre planète à absorber. Alors d'abord, dans le cadre du rapport Meadows en 1972, cette démographie qui est de plus en plus grande et dont on connaît aujourd'hui les trajectoires, plus de 10 personnes d'ici 2050, et la Terre reste toujours à son même… elle ne grandit pas et elle a des limites. Les limites de la planète qui ont été évoquées notamment avec ces limites des ressources disponibles pour satisfaire les besoins des populations humaines et des conséquences que cela peut avoir sur l'environnement. Donc on est dans un système d'action et de rétroaction
qui sont notamment montrés, comme cela a été évoqué par Thomas, sur notamment en 2009. Et puis, une nouvelle approche qui est celle qui a été également présentée de Kate Raworth sur cette mise en relation finalement entre le fondement social de nos sociétés, qui est le cœur du fameux Donuts, et le plafond écologique de notre planète, qui exprime les limites finalement, et tout l'enjeu est de trouver cet équilibre entre comment continuer à se développer tout en limitant les impacts des activités humaines sur la capacité de l'environnement à se restaurer et à pouvoir y répondre. Et on voit bien que ces travaux menés notamment par une économiste qui offre un cadre global permet vraiment de mettre en évidence, au-delà de ces enjeux qui sont posés et mis en évidence, la question des inégalités. Alors, les inégalités sous toutes leurs formes. Des inégalités liées à la répartition non homogène des ressources sur la planète. On parlera de l'eau. Si on considère que l'eau douce, il y en a suffisamment dans l'absolu pour tout le monde, eh bien, il en manque pour un grand nombre, compte tenu du fait qu'ils ne sont pas à proximité des ressources ou que celles-ci sont dégradées et que, du coup, sont mises en évidence des vulnérabilités face exacerbées par des catastrophes environnementales qui sont notamment liées au dérèglement climatique, si on peut donner cet exemple-là. Alors, des inégalités également, et ça, je pense que ce qu'on est en train de vivre actuellement le met davantage en lumière, aux conditions socio-économiques, par rapport à l'accès aux services essentiels, à l'éducation, ça a été également évoqué, et des inégalités qui sont là encore exacerbées par les changements globaux. Ces changements globaux qui relèvent à la fois donc, de la croissance démographique, d'une urbanisation extrêmement importante, des dérèglements climatiques, de la diminution de la biodiversité, de la dégradation des milieux avec de nouvelles pollutions qui peuvent apparaître. Et donc, là encore, des vulnérabilités sont mises en évidence et sont, je dirais, appréhendées du point de vue de l'humain et donc par différentes disciplines émanant des sciences humaines et sociales qui viennent en complémentarité pour comprendre des phénomènes qui peuvent être détectés à une échelle plus globale sur les sciences de l'environnement de façon générale. Si on voit ces vulnérabilités, elles mettent aussi en évidence les singularités. Des singularités, des situations, donc chacun étant dans des contextes spécifiques et répondant à des réalités locales par rapport à ces enjeux globaux. Et se pose la question par rapport à nos relations historiques entre les Occidentaux et les pays dits en développement, donc ces rapports nord-sud qui là aussi peuvent être remis en question et qui nécessitent de l'être pour re-questionner ces questions de répartition des richesses, répartition, entretien des infrastructures, développement, et finalement de quelle égalité et équité par rapport à l'ensemble de ces enjeux-là. Donc par rapport à tout cela, on comprend la complexité des systèmes, des enjeux qui se posent à nous de plus en plus. Et les sciences humaines et sociales viennent permettre d'ouvrir une forme de compréhension de la diversité de ces enjeux dont on voit leur interconnexion et qui mobilisent des aspects à la fois géopolitiques, économiques, qui mettent en évidence des intérêts individuels par rapport à des intérêts collectifs, des jeux d'acteurs qui sont parfois prédominants sur les intérêts de certains, des relations de pouvoir, enfin un ensemble d'éléments qui participent à la compréhension de l'évolution de ces mondes que l'on tend à construire, à déconstruire ou à imaginer. C'est finalement dans le monde de ce qu'on appelle maintenant cette anthropocène, un gros mot qui est maintenant devenu un mot de plus en plus commun, qui caractérise l'importance des incidences globales
et significatif des activités humaines sur les écosystèmes terrestres. Donc, un mot assez global, mais qui vient révéler en fait un certain nombre d'accélérations. Cela a été mis en évidence notamment par les travaux de Will Stephens qui a mis la trajectoire de l'Anthropocène, dont on voit l'ensemble de ces courbes qui montrent l'évolution finalement des activités humaines de façon importante et par conséquent de la diversité des impacts que cela peut avoir sur l'environnement, sur la vie quotidienne à différentes échelles. Et donc, si on revient sur cette idée d'accélération, finalement, elle caractérise notre vie moderne, si je puis dire, en reprenant notamment les propos et les réflexions d'Armut Rosa, qui montrent la diversité des formes d'accélération. Accélération technique, accélération du changement social, du rythme de vie, et que toutes sont venues jusqu'à il y a 2 mois bouleverser et animer finalement une trajectoire particulièrement importante et qui a été brutalement remise en question par cet arrêt brutal. La Terre a continué à tourner, mais les activités humaines se sont arrêtées. Et donc là, par la force des choses, l'analyse et d'études à la fois cette capacité des sociétés humaines, des individus, des collectifs à s'adapter à cette nouvelle réalité pour laquelle un grand nombre n'était pas préparé, a suscité et suscite un grand nombre de réflexions et de travaux qui nécessitent de s'appuyer à la fois sur des expériences autres, notamment liées à d'autres crises qui ont pu avoir, crise sanitaire à travers l'histoire. Donc, l'intérêt de s'appuyer sur sur les expériences passées pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui au regard des évolutions que l'on peut avoir et finalement voir comment, face à cette aliénation de l'accélération, comment on peut finalement répondre et proposer finalement faire de nouvelles trajectoires par rapport à une société peut-être plus durable. Alors évidemment, peut-être qu'on a atteint à certains points des points de retour et que malgré tous nos efforts, ce sera difficile de restaurer certains pans de la biodiversité ou de revenir à un processus de croissance toujours plus grand, mais vers quoi? Alors souvent, pour répondre à ces problèmes, à ces enjeux, ces questions d'accélération, de pollution, d'exacerbation de risques, de pénurie, etc., la solution technique est souvent mise en avant. Elle l'a été pendant longtemps, car rassurante, mais si elle peut répondre à un certain nombre d'enjeux, la question qui se pose, c'est une solution pour qui, pourquoi, quand, comment, comment est-elle appropriable, comment est-elle appropriée et comment répond-elle finalement à ces enjeux de durabilité. De la nécessité du coup d'envisager des solutions pour répondre à ces enjeux-là avec une approche plus globale, afin de comprendre en amont les raisons et les fondements finalement de ce nouvel objet technique qui pourrait répondre à un certain nombre de problématiques et de voir les impacts que ça peut avoir derrière à toutes les échelles pour les sociétés. Et pour qu'une solution technique finalement puisse être durable, encore faut-il qu'elle soit co-construite et appropriable et appropriée par tous dans une logique d'équité. Par exemple, si on pose la question de favoriser, on a bien vu que la question de l'accès à l'eau était un problème important pour satisfaire les gestes barrières. Évidemment, il faut se laver les mains de façon extrêmement fréquente dans la journée. Or, quand on est dans des localités où on n'a pas forcément suffisamment d'eau même pour satisfaire les besoins essentiels, par la force des choses, il en manque pour répondre à ces gestes barrières, et ce qui pose des problèmes sanitaires, des problèmes de salubrité publique, d'accès et d'équilibre finalement ou d'inégalité entre les populations. Et le fait d'apporter
de creuser un forage, d'apporter un puits, d'apporter un point d'eau, peut satisfaire à un moment donné un besoin technique, mais il nécessite d'être accompagné par un système d'organisation, un système de gouvernance, de réfléchir au partage de la ressource entre différents usages, de la gestion, mais aussi non seulement de la dimension de la quantité, mais également, il ne suffit pas d'avoir de l'eau, encore faut-il qu'elle soit de bonne qualité, pour pas risquer de rendre malade. Donc finalement, ces différents exemples permettent de mettre en évidence finalement la complexité des enjeux, des systèmes, qui, pour être compris, impliquent une compréhension du rôle des populations, de leurs initiatives, de leur résistance, de leur capacité de résilience par rapport à ces systèmes et à ces incertitudes que l'on ne connaît pas toujours. Et donc, il me semble que les sciences de la durabilité qui peuvent intégrer ces complexités à travers la réflexion d'un objet commun à partir de différents points de vue et différents enjeux disciplinaires, permettent d'ouvrir différentes façons d'envisager le monde et nécessitent peut-être de rétablir des continuités. Et on l'a bien vu, ne pas dissocier ce qui relève de l'humain et de la nature, de l'environnement. Les interconnexions sont absolument présentes. Et bon, on préfère référence évidemment à Philippe Descola par rapport à ses réflexions de cette continuité entre les sociétés et l'environnement et du sens que l'on a dans nos vies au quotidien et dans le développement de chacune des sociétés pour construire vers quoi? Vers quoi dans le partage de ces ressources qui sont privatisées, qui sont appropriées et qui du coup soulèvent la question de la notion du commun, des communs évoqués par Elinor Ostrom, qui nécessitent d'être revisités à mon sens, et les sciences de la durabilité, à mon avis, sont particulièrement pertinentes pour revisiter avec un objet commun, un enjeu, un défi partagé par une grande diversité de disciplines pour voir à travers l'ensemble des apports de chacun la globalité et l'approche systémique et dynamique de chacun des enjeux pour les traiter, je dirais, dans une perspective de transition vers un monde équitable, viable et durable. Alors juste avant de finir, il me semble important de dire que finalement, on a encore un cadre, on a des cadres communs sur lesquels on peut s'appuyer, que sont le Green Deal à l'échelle européenne, mais également l'accord de Paris, les objectifs de développement durable, pour lesquels les scientifiques, finalement, sont vraiment aux interactions de ces différents dispositifs et peuvent venir contribuer, non seulement avec leurs connaissances scientifiques fondamentales, qui sont absolument essentielles, parce qu'on n'en serait pas là aujourd'hui si on n'avait pas eu des travaux faits de façon fondamentale il y a 10, 20 ans. On a vu la nécessité du temps et des temporalités, et en même temps, donc, développer des recherches plus expérimentales, plus empiriques ou plus appliquées, qui intègrent les acteurs des territoires pour comprendre leurs spécificités et être des scientifiques en société en dialogue permanent avec l'ensemble des acteurs pour répondre à ces enjeux qui sont ceux qu'on vit aujourd'hui et ceux qui vont encore nous surprendre demain. Merci beaucoup, Agathe. Il y a plusieurs questions, mais ce que je vous propose, c'est qu'Olivier intervienne maintenant, et puis après, on groupera les questions, parce que je pense qu'elles vont interpeller les deux présentations. Donc, Olivier, si tu peux... Voilà, donc on va écouter Olivier. Merci. Ton micro, Olivier, ton micro. Olivier, ton micro, on ne t'entend pas.
ton micro. Pardon, en ayant mis le PowerPoint, j'avais plus accès à. Ok, ça va, vous D'accord. m'entendez? Oui, c'est bon. Ok, très bien. Je mets en plein écran. Voilà. Ok. Oups. J'essaie d'enlever ça. C'est bon, vous voyez bien la présentation? Ouais. Ok, très bien. Merci bien Philippe pour ton invitation. Bonjour à tous. C'est un plaisir de pouvoir participer à ces présentations et au débat qui va suivre. Donc effectivement, comme Philippe l'a dit, le but du jeu, c'est que je me place un petit peu comme témoin, comme chercheur. Je suis en même temps directeur d'un département scientifique et donc je vois un petit peu les questions que se posent les chercheurs par rapport à cette science de la durabilité qu'on essaie de promouvoir, notamment l'IRD. Et donc, je voulais partager avec vous un petit peu aujourd'hui les réflexions que j'avais par rapport à cette science. Et je voulais la replacer notamment dans le cadre du Covid-19, qui est bien sûr un défi qui nous arrive comme ça de plein fouet et qui en quelque sorte montre de manière très claire, exacerbe en fait les différents défis auxquels nous sommes menés, nous sommes confrontés nous en tant que chercheurs face à ces grands défis planétaires. Alors, il y a eu des côtés positifs et moins positifs révélés, je pense, par la crise Covid au niveau de la recherche. Le côté positif, notamment quand on parle de sciences de la durabilité et de grands défis mondiaux, c'est qu'on a bien vu que la recherche scientifique était une pratique globalisée. On l'a vu pour Covid, hein, quelques jours après l'annonce du virus, on avait quasiment déjà la séquence qui a été partagée et qui a été mise à disposition de tous les chercheurs. Donc, on a vu que c'était véritablement une organisation qui était là. Ça existe aussi au niveau de l'IPCC avec la création des modèles, le Human Genome Project ou encore le CERN. On sait que cette communauté scientifique est capable de s'organiser au niveau mondial. Et donc ça, c'est entre guillemets une bonne nouvelle par rapport à relever les défis, les grands défis planétaires. Ce qu'on a pu observer aussi pendant la crise, côté positif, c'est qu'on peut vraiment se baser sur la science, sur la recherche pour changer les comportements. On a vu notamment par rapport aux connaissances scientifiques qui ont été acquises petit à petit sur le Covid, qu'on a tenté d'aplatir cette fameuse courbe de mortalité notamment. Et donc, on a mis en place tout un tas de mesures pour changer les comportements de la société, basées sur des recherches et basées aussi sur des comités d'experts. Donc, on voit bien quand même l'utilité qu'a eu la science dans ces périodes de crise. Et le troisième point positif que je vois dans cette crise, c'est qu'on a vraiment vu qu'il y avait une unique opportunité pour changer la relation entre recherche et la société. Il y a eu vraiment beaucoup de brainstorming qui ont été faits. Hein, ce webinaire en fait partie. Il y a eu beaucoup de tribunes faites par les scientifiques, des regards croisés entre scientifiques, personnalités de la société, des webinaires, des cours online accessibles à tout le monde, des sciences participatives. Il y a eu par exemple des projets comme le projet Silent Cities, où il y avait des gens qui pouvaient eux-mêmes enregistrer les bruits dans la rue pour mesurer l'impact qu'avait Covid sur la biodiversité. Il y a aussi des questionnements sur le changement du modèle économique. Il y a un nouveau cercle d'experts maintenant qui est chargé effectivement de penser à l'après-crise, au rebond économique et à comment changer cette manière de fonctionner. Et du coup, on voit bien qu'il y a une opportunité là pour changer un petit peu cette relation, ou en tout cas améliorer la relation entre recherche et société. Alors, dans les aspects un petit peu moins positifs, je crois qu'un des grands rappels de la crise Covid, qu'on a eu déjà pour la biodiversité et pour le changement climatique, mais qui est encore peut-être plus flagrant ici, c'est que les faits, en fait, ne suffisent pas. En dépit du fait qu'on ait vu des gens mourir, qu'on ait vu je dirais, la réalité du virus, de sa dynamique et la compréhension de la façon dont il fonctionnait, on a vu qu'en fait, ces grands défis, comme le Covid, mais d'autres grands défis, ne résident pas en fait uniquement dans notre réflexion, dans notre pensée, mais qu'il y a aussi une grande partie émotive en fait dans la relation qu'on peut avoir à ces grands défis, à ces grandes crises. On a vu des problèmes d'idéologie contre les données, hein, des débats qu'il faut y avoir, des approches ou des réactions plutôt nationalistes de repli, alors que d'autres on était plus vers la coopération. On a même vu des débats passionnés, houleux et des fois peu scientifiques entre chercheurs. Donc on voit vraiment qu'il y a cette espèce de variable émotive qui vient et qui est importante quand on doit gérer cette crise ou encore les grands défis. Ce qu'on a vu aussi, je pense, qui était important, c'est qu'on a vu beaucoup une recherche fast au dépend d'une recherche slow. Je m'explique un peu. On a vu cette recherche qui tout de suite va trouver des vaccins, on doit aller vite, on doit comprendre des choses, où on a tout d'un coup des ANR fast et puis on va très vite à rechercher des solutions pour un petit peu éteindre les feux qu'on a. Donc c'est assez sexy, c'est assez, oui, effectivement, la recherche technologique qui répond à des problèmes là quand on les a. Par contre, on a un peu oublié cette recherche slow, qui est une recherche justement qui est basée sur de plus grands temps, qui doit mieux comprendre un petit peu les systèmes, mieux comprendre les causes en fait de cette crise. Là, on est plutôt en train de gérer les problèmes. Et finalement, ça donne un aspect de la recherche, une vue sur la recherche qui est beaucoup plus cette recherche très rapide, très sexy un petit peu, alors qu'on a besoin de plus en plus, on le
sait, de cette recherche un petit peu plus sur de grandes pas de temps. Ça a aussi fait remonter une sorte de dualité entre le terme adaptation ou changement de paradigme. Soit on s'adapte effectivement à cette crise, ou comme on peut le faire aussi aux défis changement climatique et la biodiversité, c'est-à-dire que petit à petit, eh ben, on arrive à s'adapter aux sécheresses, on arrive à s'adapter à avoir moins de biodiversité, moins d'abeilles, on met des choses en place, etc. On s'adapte entre guillemets, mais c'est une forme en fait d'accepter ce changement et d'arriver petit à petit, graduellement, à un environnement et une terre qui est quasiment invivable, soit on arrive à changer de paradigme, ce qu'on essaye de promouvoir, mais d'un autre côté, on voit que c'est extrêmement difficile et on est un peu pris un petit peu dans ce piège de soit on arrive à s'adapter, soit on dit ben non, l'adaptation marche pas, on va vraiment essayer de changer complètement le paradigme parce qu'on n'y arrive plus. Donc ça, je pense que c'était aussi une réflexion qui était intéressante. Et enfin, et c'est là c'est le point sur lequel je voudrais un petit peu plus parler aujourd'hui, notamment dans le contexte sciences de la durabilité, c'est qu'on s'aperçoit bien que le chemin le plus complexe qu'il y a à résoudre un petit peu et sur lequel doivent marcher les scientifiques, c'est vraiment l'application de la science et notamment le lien avec les politiques publiques. Alors, j'ai un petit peu caricaturé les positions qu'il peut y avoir des deux côtés. Il y a d'un côté, c'est la science n'est pas à la hauteur des défis de notre temps, en particulier ceux qui posent la quête d'un développement durable. On n'offre pas assez en fait de solutions qui sont vraiment utiles pour la société pour répondre aux grands défis planétaires comme la faim dans le monde, la déforestation, etc. Et puis, il y a de l'autre côté, encore une fois, c'est une caricature, hein, le milieu scientifique qui peut dire « oui, mais en fait, nous, on a le savoir, on sait bien, et les problèmes en fait, de la science, c'est essentiellement le fait que la science est mal utilisée, sous-utilisée ou pas utilisée du tout. On a eu beaucoup de réflexions, notamment de scientifiques, en disant bah oui, on le savait déjà, on savait qu'on allait avoir une crise, mais personne ne nous a écoutés, et du coup, on en est là. » Donc, c'est un petit peu les deux paradigmes qu'il peut y avoir. Et en fait, ça, on arrive à le voir même dans des articles scientifiques. Là, je vous ai mis un article qui est paru l'année dernière dans la revue Nature, Ecology and Evolution, où on voit, par exemple, qu'il y a globalement une sorte de déphasage entre les recherches qui sont menées par les chercheurs sur la perte de biodiversité et les politiques publiques et les outils dont on aurait vraiment besoin en termes de politique publique. Donc, on a une sorte de deux systèmes qui fonctionnent un petit peu en parallèle. D'un côté, plutôt la société civile, les fondations, les gouvernements qui fonctionnent en fait avec des gens qui leur donnent les réponses qu'ils veulent, et puis les scientifiques qui sont un petit peu dans leur circuit aussi, où ils ont leur papier, leur recherche et qui disent nous on fait de la science et en gros c'est vous qui comprenez pas ce qu'on doit faire. Alors, ce fossé qu'il y a entre politique publique et la science, c'est quelque chose qui a été discuté depuis très longtemps, et je pense que parmi les meilleurs textes à lire, si vous ne l'avez pas encore lu, c'est le livre Frontiers of Illusion de Daniel Sarevitz, qui date déjà des années 95, qui est vraiment excellent. Et Sarevitz, qui continue à publier vraiment des tribunes très, très pertinentes, disait déjà que la science de la durabilité ou la durabilité, c'était vraiment un thème qui était très important et très en vogue pour justement avoir une meilleure convergence entre les progrès qu'on peut faire en laboratoire et les progrès qui doivent être faits pour au niveau de l'état de santé des populations dans le monde. Et bien sûr, ça c'est plus pour faire plaisir aussi à Philippe Curie, hein, Jane Lubchenco, qui est une écologue marine extrêmement connue, ça fait aussi plus de 20 ans, dans son papier dans Science, hein, en 98, qui disait qu'on devait essayer de changer un petit peu le focus, hein, d'avoir une nouvelle recherche plus rapide, plus dans la transmission du savoir vers les decision makers, et qu'on arrive à combler un petit peu ce fossé. Donc, c'est des choses qu'on sait depuis très longtemps. Malheureusement, 20 ans après, on se rend compte qu'on a encore du mal à le faire. Et du coup, c'est là où vient la science de la durabilité et ce besoin de toujours essayer de combler ce fossé. Alors, en termes de… quelques exemples assez concrets. Je voyais que c'était une des questions dans le webinaire, là, d'exemples concrets sciences de la durabilité. Voilà, la gestion de la crise Ebola, par exemple, typiquement, ça a été une convergence de savoirs qui ont lieu sur la gestion de cette crise, de la transdisciplinarité entre les sciences de l'environnement pour connaître les contacts entre la faune et même l'évolution du virus au niveau de la faune, les contacts avec les êtres humains, l'anthropologie, par exemple, des rites funéraires, la sociologie, et puis bien sûr toute la partie immunologie, santé. Là, on voit bien qu'il a fallu des savoirs disciplinaires qui, en étant ensemble vers un objectif commun, ont permis d'apporter des connaissances qui, chacune des disciplines entre elles, n'aurait pas pu obtenir. Donc ça, c'est l'aspect coopération qu'il peut y avoir dans la science de la durabilité. Encore une fois, un exemple qui est cher à Philippe Curie, celui des pêcheries. Hein, on voit bien l'importance de l'approche systémique pour comprendre, et l'approche intégrative pour comprendre les systèmes, pour comprendre leur complexité. Je pense que le domaine des pêches est vraiment celui qui est le plus en avance pour faire ces différentes approches entre des écologues, des sociologues, des juristes, des politiques, etc. Il y a par exemple le grand projet Sea Around Us, qui est aux États-Unis et même au niveau global, qui montre un petit peu
les côtés positifs de faire ce type de recherche avec une approche systémique. Autre approche, par exemple, celle de l'agriculture durable, hein, notamment, là, ce qui est important, c'est plutôt les interactions entre échelle locale et globale, notamment la notion d'options par contexte, c'est-à-dire que la plupart du temps, les options qu'on va avoir, le panel d'options qu'on peut avoir vont dépendre des contextes dans lesquels on est. Donc, il y a une dimension locale qui est extrêmement forte. Et c'est vrai que ça, c'est typiquement de la recherche qui se fait sur du long terme, sur lequel on doit comprendre chacun des contextes, qui n'est pas forcément facile, notamment à publier, mais qui est extrêmement importante si on veut essayer de mieux comprendre ces mécanismes qu'il y a derrière les grands défis mondiaux actuels. Enfin, un dernier exemple, celui de la gestion de l'eau, hein, notamment la recherche multi-acteurs qui est très importante, la recherche participative véritablement avec les différentes parties prenantes de la gestion de l'eau. Là, il y a quand même beaucoup d'années de recherche qui ont été faites avec je dirais des résultats qui montrent la nécessité justement d'avoir cette approche complètement intégrée. Alors, sur le concept sur lequel je voulais insister, et notamment par rapport à la présentation précédente, c'est vraiment pourquoi c'est intéressant de se mettre là-dedans et qu'est-ce que ça apporte vraiment à cette science de la durabilité. C'est vraiment la question de refaire un petit peu notre système de savoir. Là encore, c'est un autre livre que je vous conseille, ceux qui ne le connaîtraient pas, sur vraiment la création d'un nouveau type de knowledge system, où en fait, on doit combiner à la